Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour parler d'un personnage historique ésotérique. Et comme nous sommes au mois de février, je vais vous parler d'un personnage du signe du Verseau. Oui, vous avez bien entendu. Pour le deuxième mois consécutif, j'aurai le bon signe pour le bon mois. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet ouvrage sont en lien avec ma recherche personnelle, alors soit dans des livres, visionnage de reportages, internet, enfin bref, je vous dirai. Une autre précision, ce matin, ma petite devinette habituelle ne se déroulera pas comme pour les autres enregistrements. Vous allez voir ça par la suite. Et je vais aussi vous faire des bonds dans le temps régulier car je ne pourrai pas tout dire. Ce sera trop long, alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ceux qui connaissent le personnage. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par ce signe du Verseau. Verseau, étymologiquement parlant, cela veut dire le porteur d'eau. Il est le deuxième signe de l'hiver. Sa période commence le 20 janvier et se termine le 18 février. Son élément est l'air. La planète qui lui est associée est Uranus. L'amitié est très importante pour le Verseau. Il est libre, avant-gardiste, original, altruiste, créatif, un peu têtu. Alors, ce matin, je vais vous parler donc de ce monsieur Verseau, parce que c'est bien un homme, dont je vais vous parler. Il est né le 8 février 1810 à Paris, alors près de Saint-Germain-des-Prés, pour ceux qui connaissent le secteur. Son baptême a lieu le 11 février de la même année en l'église Saint-Sulpice. Il porte le prénom composé d'Alphonse Louis. Il voit le jour dans une famille modeste. Son papa a lui aussi un prénom composé, mais comme toute sa famille. Alors, son papa, c'est Jean-Joseph. Il est cordonnier et pieux. De plus, il est ouvert au progrès des Lumières. Sa maman s'appelle Jeanne-Agnès. Elle a une grande ferveur religieuse. Elle partage son temps entre le travail et la prière. Alphonse Louis a une sœur aînée, Pauline Louise, née en 1806. Il a peu de souvenirs de sa jeunesse, une enfance malheureuse et solitaire, voire perturbée par sa maman, souvent absente. Alphonse Louis fait des études de théologie. À la fin de ses études, il réalise une retraite de 10 jours et il est ordonné sous-diacre, tonsuré aussi, en 1833, et diacre en 1835. Entre ces deux années, en 1834, il enseigne le catéchisme aux jeunes filles de Saint-Sulpice. Mais Cupidon passe par là et il rencontre une jeune fille, Adèle. Et il tombe fou amoureux d'elle. Petit à petit, le doute s'installe en lui, même s'il s'agit d'un amour chaste. Il doit se faire ordonner en 1836. Il n'a pas eu le sacrement. Il se confesse à son supérieur. Il choisit de compromettre son avenir, tout tracé, en toute conscience, et il quitte le séminaire. On voit bien là qu'il est libre de ses choix. Malgré qu'il est dans les ordres, il décide de sa vie et fait ses propres choix comme bon Verseau qu'il est. Ce sera un choc pour sa maman, qui est déjà âgée et infirme. Elle se suicide de désespoir. Il est choqué du choix de sa maman et il culpabilise. À 26 ans, il est orphelin et abandonné par Adèle. Il a une vie douloureuse, démuni, mais il cherche du travail et a créé son propre avenir. Il rebondit et fait différentes choses. Notamment, il peint une fresque dans l'église de Choisy-le-Roi. On voit bien là le côté têtu du Verseau qui le pousse à sortir de sa zone de confort et son côté créatif qui prend le dessus
et cela va l'aider à s'en sortir. Il rencontre Charles Fauvetti, un franc-maçon et philosophe. Ils deviennent amis. Alors là, le côté amitié qui tient au cœur du Verseau, ça va aussi l'aider à s'en sortir, hein. En 1845, ils créent ensemble une revue. Cette revue a pour nom La vérité sur toute chose, qui ne dure que quelques mois. En parallèle à tout cela, il se lie des liens amicaux avec Eugénie Chenevier et Noémie Cadiotte. Noémie s'enflamme, une relation épistolaire voit le jour, mais dans un même temps aussi, cette relation n'est pas qu'amicale entre ces deux jeunes femmes et lui, elle se transforme en triangulaire amoureuse. Eugénie tombe enceinte, elle pense au mariage, mais c'est sans compter sur la détermination de Noémie. Son père est furieux, il s'en mêle et force à épouser sa fille sous peine de l'accuser de détournement de mineurs. Pour éviter les problèmes de justice, il accepte de se marier à la mairie du 10e arrondissement en 1846. Eugénie met au monde un fils qu'elle prénomme Xavier-Henri Alphonse, et il portera le nom de sa maman, Chenevier. Il ne portera jamais le nom de son père. Le manque d'argent se fait ressentir, alors il écrit des pamphlets, et notamment un intitulé « La voix de la famine ». Il est poursuivi pour trouble de la paix publique. Un procès débute en 1847, le condamne à 1 an de prison et 1000 francs d'amende. Et son éditeur, lui, est acquitté. Grâce aux démarches de sa femme enceinte, il sort au bout de 6 mois. Noémie mit au monde une fille, 1 mois après sa sortie de prison, prénommée Marie. Alphonse Louis est heureux. Il compose un poème pour sa fille, mais la petite meurt prématurément à l'âge de 7 ans. Ce drame le transforme à jamais et ses relations avec Noémie se détériorent grandement. On peut dire qu'il a un parcours original, pour le moins hors du commun, voire avant-gardiste pour l'époque. Mais, comme beaucoup de Verseaux ont pu en avoir. Le tournant de sa vie donc arrive à la mort de sa fille. Il fait à nouveau différentes rencontres, dont notamment Eunée Vronsky. Toutes ces rencontres montrent bien l'amitié qui a une grande place pour lui, et c'est des amitiés qui vont le permettre à notre ami Monsieur Verseau de se construire et d'avoir ce parcours si original qu'il a. Il est impressionné par cet homme qui lui enseigne les mathématiques de la philosophie occulte. En 1854, il part à Londres pour oublier ses déboires conjugaux, mais aussi pour approfondir ses connaissances en sciences occultes. Il sait aussi que la mère de son premier enfant, Eugénie, vit à Londres dans des conditions précaires. De son séjour, il dira avoir rencontré des personnages éminents et curieux de révélations du monde surnaturel. Mais il est déçu et il concentre ses études sur la Kabbale. Il continue de faire des rencontres, de se former, mais je n'entrerai pas plus dans les détails car je vais dépasser les 13 minutes et je vais faire à nouveau des bonds dans le temps en vous disant qu'en août 1854, il a 44 ans, il rentre en France. Toutes ces rencontres et ces recherches l'ont transformé. Et c'est comme une deuxième naissance pour lui. Il est devenu un véritable rénovateur de la philosophie occulte et le fondateur de l'occultisme. Il commence la rédaction de son livre « Dogmes et rituels de haute magie » et là, il n'y a plus de mystère. Je pense que vous avez tous deviné de qui je parle. Et oui, c'est bien Eliphas Lévi. À partir de là, il signe tous ses écrits de ce nom. Eliphas
décide de transmettre son savoir et son expérience par l'enseignement à des disciples qu'il a choisis lui-même. Encore un autre bond dans le temps, Eliphas contracte une bronchite en 1874 qui ne se guérira pas vraiment. Il décède le 31 mai 1875 à Paris. Une messe sera dite en l'église Saint-François-Xavier au boulevard des Invalides. Il sera enterré au cimetière d'Ivry. Une simple croix en bois sur sa tombe à l'image de sa vie démunie. En 1841, les restes de son corps sont placés dans la fosse commune. Eliphas a une grande influence dans le milieu littéraire, notamment pour Baudelaire, Hugo, Rimbaud, mais aussi pour d'autres occultistes. Et grâce à Pappus, Eliphas ne restera pas dans l'oubli. Pappus dit que l'œuvre d'Eliphas doit être un vadémécum. Et il va plus loin, il dit que le plus savant de tous les occultismes contemporains, c'est Eliphas, et que pour lui, tout étudiant en occultisme se doit de lire Eliphas Lévy. Stanislas Guetta devient son héritier spirituel. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai pu vous dire concernant Eliphas et que vous m'en tenez pas rigueur sur les bons que j'ai faits dans le temps. Par contre, si vous voulez combler les bons que j'ai faits, je vous conseille de lire le livre « Qui suis-je ? Lévy » d'Arnaud de l'Estoile, éditeur Pardès. Alors là, vous allez découvrir plein de choses très intéressantes concernant notre ami Eliphas, et notamment, vous pouvez aussi retrouver son thème astral, qui est intéressant, et à la fin, après le thème, il y a un développement de son thème. Pour les personnes qui apprécient l'astrologie, je trouve que ça donne un autre regard sur le personnage. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique ésotérique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.